Sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Edmond Kouyaté, le conseiller RDPC, Jean-François Eyenga, le docteur Hugues Conchou et Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, il y a un terme qui vous amuse là depuis, les talismans. C'est pourquoi gilet pare-balles, talisman, tout ça pour... Talisman, c'est en fait, on s'est régalé parce que lorsqu'on voit l'attitude des malfrats porter les talismans et les gris-gris autour des reins, peut-être c'est pour disparaître devant les forces de maintien de l'ordre ou pour ne pas être visible par les populations. Parce que peut-être qu'ils se disaient que leur camp ne pouvait pas être découvert par les populations qui ont informé le sous-préfet. C'est quand même, je tiens à féliciter cette action des agents des faune. Voilà, des forêts de faune et puis des forces de maintien de l'ordre parce qu'il est inadmissible que déjà l'extrême nord c'est une région qui n'a presque pas de bois parce que nous savons le niveau de désertification qu'il y a là-bas. Et que le peu de bois qu'il y a, parce que quand on parlait même du bois dans le reportage, je regardais, c'était quelques briques, parce que nous qui sommes de la forêt, quand on parle de bois, il y a vraiment du bois. Et alors, dans ce contexte, il n'y a pas déjà le bois, il y a la désertification qui menace, et certains individus prennent sur eux d'aller tout brûler, transformer en charbon, ainsi de suite. Vraiment, c'est malsain. Il faut que les autorités publiques continuent de lutter contre ce genre d'action et que les populations continuent de coopérer. Parce qu'en termes de coopération, si les populations, c'est la coopération des populations qui a aidé également les forces de maintien de l'ordre à maîtriser les assauts de Boko Haram dans ces régions-là. Voilà. Conseiller Jean-François Eyenga, belle collaboration. La population qui collabore, on va dire comme ça, avec les forces de maintien de l'ordre, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? C'est-à-dire que le bois, on dit qu'ils sont spécialisés dans la carbonisation de ces éléments-là qu'ils coupent. Oui, ça j'allais... peut-être pour la vente. Oui, c'est pour la vente. Normalement, c'est pour se faire du pognon. Mais sauf que ce n'est pas de bon gré parce que plus tard, la sécheresse, nous connaissons cette zone avec la sécheresse, donc ce n'est pas une belle option. Nous saluons par la suite les populations. C'est pour ça que lorsque M. Edmond Kouyaté parlait ici de l'État, il disait donc l'État, c'est nous, c'est le gouvernement et c'est tout le monde. Puisque si le gouvernement veut entrer dans ses missions régaliennes et que nous qui faisons partie d'une constituante de l'État, nous ne collaborons pas, nous ne verrons pas ce genre d'acte. C'est-à-dire qu'il faut que les populations collaborent, qu'ils transportent l'information jusqu'à l'autorité administrative pour que l'autorité administrative puisse agir. Donc nous saluons déjà cet aspect. Vous allez voir, récemment nous avions le choléra. J'ai expliqué, tout ça vient. Et quand ça arrive, on parle de l'État. Parce que lorsque les plus grands foyers qu'on a cités du choléra, il y a le littoral, le sud-ouest et le nord. Pourquoi le littoral? Parce que la nappe phréatique est plus proche de l'écorce terrestre, il y a l'eau partout, donc l'eau est constamment. Maintenant, de l'autre côté là-bas, c'est la sécheresse, il n'y en a pas d'eau. Et lorsque l'État fait l'effort de pouvoir joindre beaucoup de mécanismes, c'est-à-dire planter les arbres, et que des gens viennent détruire ces arbres, c'est des terroristes. Je crois même qu'on doit les juger au TCS, au tribunal criminel spécial, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait là, c'est plus dangereux même que mettre un seul homme en péril. C'est comme si vous avez tué tout un village. Ok. Voilà, Hugues Conchou. Mais si ces gens-là... s'attaque à un espace qui est protégé, voilà, c'est ça qui leur a valu cette descente musclée, et des forces de maintien de l'ordre accompagnées de l'autorité, c'est-à-dire le sous-préfet. Mais écoutez, nous tenons à saluer le travail formidable, des autorités, du sous-préfet et son équipe, c'est bien. Si vous me permettez, je voulais rebondir sur ma pensée de tout à l'heure. Non, on va revenir. Voilà. On prend d'abord, Edmond Kouyaté. On va souvent, certains font souvent le procès, c'est-à-dire qu'il y a des zones
il y a des réserves, le Cameroun a des réserves où ces activités, la chasse, c'est interdit. Les braconniers sont souvent pris la main dans le sac. Tout à fait. Parfois on se demande, mais comment on fait pour vivre dans cette zone-là, alors que si le gibier, on se nourrit essentiellement du gibier, et on vous dit, vous êtes interdit, on vous interdit de... Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vous avez le cas ou non? Est-ce que en dehors de cette activité-là, ils ont autre chose? On leur propose autre chose. Bon, disons que très souvent, ils sont poussés par les exigences naturelles, c'est-à-dire la faim. Mais ils doivent comprendre également qu'on a le souci de protéger la biodiversité. Justement, parce que là, c'est comme une industrie. Hein. Voilà. C'est costaud, là. Et donc, je pense qu'il y a même une espèce de tolérance. J'ai dit parce que souvent, dans certains projets que je pilote, je vois les agents de la faune et de la forêt qui tolèrent lorsque c'est des quantités vraiment destinées à l'alimentation. Oui, quand c'est la subsistance. Oui, quand c'est pour des besoins. Mais lorsque c'est commercialisé, déjà, ça pose problème. Et surtout, lorsque c'est pourquoi j'ai dit, on m'a interdit un permis de faire la chasse d'attraper un porc épic, de porc épic, c'est un peu compliqué. Oui. Et surtout, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, qui sont fortement protégées. Et donc, on ne peut pas permettre, par exemple, quand on parle des braconniers, lorsque vous abattez 2 éléphants, voilà, il y a problème. Voilà, il y a problème. Bon, si on vous attrape avec un porc épic et un pangolin dans le sac, je ne pense pas qu'on puisse pousser la rigueur jusqu'à vous saisir cela. Et donc, ça se fait, hein, oui, sur certains axes là. Oui, sur certains axes ça se fait. Mais ça se fait, on débarque votre sac. J'ai parfois vu votre sac de pangolin. J'ai parfois vu une espèce de tolérance. Lorsque des villageois ont dans leur gibecière un pangolin, un porc épic, on ferme parfois les yeux là-dessus. Bon, mais j'avoue que parfois vous allez voir toute une cargaison de porc épic, c'est-à-dire les gars, c'est de l'extermination carrément. Non, ça on ne peut pas tolérer. Une cargaison d'ivoire. D'ivoire, tout ça, on ne peut pas tolérer ça. Ça vraiment on ne peut pas tolérer. Sinon on court au risque de perdre complètement certaines espèces. Et si on perd certaines espèces, il faut voir ce que ça pourrait créer dans l'équilibre finalement de l'écosystème. Et puis voilà, c'est pas bon. Donc je dis, ceux de nos frères qui prennent des gris-gris et des talismans pour peut-être se faire invisible et aller commettre des forfaitures, je crois qu'ils ont même des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles et tout. Donc je crois qu'il faut qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent que c'est pour leur intérêt aussi. Parce que si jamais le désert, la désertification poursuit son bonhomme de chemin, eux-mêmes ils ne seront plus, ils seront en danger. C'est une obligation finalement pour tout le monde, n'est-ce pas, de protéger un peu les espèces. Parce que si certaines espèces disparaissent, peut-être quand on le dit, certains croient que c'est l'affaire des autres. Non, c'est notre affaire à nous tous. Parce que si l'écosystème subit finalement un déséquilibre, une perturbation, ben, nous allons être touchés. J'avoue que certaines personnes ne comprennent pas les phénomènes d'inondation que nous ne connaissions pas avant. C'est vrai qu'il y a également peut-être d'autres explications beaucoup plus rationnelles, mais il y a également qu'il y a une déréglementation climatique qui est liée à l'action de l'homme. Donc il faudrait qu'on évite ce qui peut, je veux dire, accentuer un peu cette déréglementation climatique, peut-être la sécheresse. Vous savez que au jour d'aujourd'hui, on a justement un problème alimentaire dans la partie septentrionale parce qu'il y a une forte sécheresse. Et donc, si on déboise complètement cet endroit-là, j'avoue que l'effet de la désertification va encore s'aggraver et ce sera tant pis pour tout le monde. Pour assurer Jean-François, le conseiller Yenga, ils sont présentés devant le procureur à Kousséri. C'est pas le TCS. Jean-François. Je crois que l'action menée est à saluer quand nous connaissons ce que vivent nos frères de là-bas. Parce que nous qui sommes les peuples de la forêt, comme le disait M. Bignard, nous ne connaissons pas cela ici
que ce soit au centre, au littoral, nous ne pouvons pas imaginer. C'est quand vous faites un tour de ce côté-là et que vous êtes en cours de route, vous voulez vous déshabiller, que vous comprenez que l'action posée par ces hommes n'est pas à saluer. Il faut vraiment réprimander cela afin que d'autres ne puissent continuer cette opération. Donc, voilà, Hugo, je sais, vous êtes monsieur solution. Vous n'avez pas donné toutes les solutions à la première partie. Vous en avez d'autres? Écoutez, comment on fait pour sortir? Et si la question que j'ai posée à Edmond Kouyaté d'entrée de jeu, tant que le conflit va s'enliser, parce qu'on est là dans l'enlisement, on va toujours continuer à subir comme ça. Il n'y a pas de voie. Le gouvernement ne va pas proposer autre chose pour contourner ces effets-là. Écoutez, à mon humble avis, je pense que la solution à tous ces problèmes-là, c'est plus le secteur privé. Et l'État ne peut pas tout faire. Je pense que pour que le Cameroun se développe, pour que le Cameroun crée les emplois, résout les problèmes de sécurité alimentaire, il faut que le secteur privé ou l'entrepreneur camerounais soit mis au centre de l'économie et non le gouvernement. En d'autres termes, le rôle du gouvernement, c'est en fait de faciliter afin que les gens puissent créer les business et développer les business. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que diminuer par exemple l'impôt sur les sociétés, avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose, c'est que ce qui produit plus de l'argent, la taxe qui produit plus de l'argent au gouvernement camerounais, c'est la TVA. Près de 1/5 de tout le revenu de l'État, c'est la TVA. C'est pas l'impôt sur les sociétés ne produit vraiment pas beaucoup comme la TVA. Donc, créer ces zones économiques spéciales en ce qui concerne les trucs comme le blé actuellement, ça va être nécessaire. On peut le faire même par décret présidentiel. Vous comprenez? Donc, diminuer l'impôt sur les sociétés à travers les zones économiques spéciales, même 5% pour la production des produits spécifiques, comme le blé par exemple dans la Damawa, voilà, pourrait être une solution possible pour gérer ces problèmes. L'autre solution dont je pensais, puisque vous mentionnez les solutions, serait par exemple, si vous regardez l'histoire du monde sur les dernières 500 années par exemple, vous observerez que les pays qui se développent en général, c'est les pays qui ont un droit de propriété privée très fort. Renforcer le droit de propriété privée au Cameroun aiderait aussi à développer le pays, par exemple en permettant que les petites et moyennes entreprises, qui est le poumon de l'économie camerounaise, aient accès facilement au crédit. Par exemple, je sais qu'on est en train de travailler au Cameroun actuellement sur avoir un fichier central, par exemple, pour les titres fonciers. On devrait accélérer ce processus-là afin que les banques et les assurances au Cameroun puissent, à travers, par exemple, votre carte d'identité, le numéro de votre carte d'identité, savoir si vous êtes le détenteur légitime, par exemple, d'un titre foncier, afin que l'accès au crédit soit facile. Parce que si on le fait, ces petites et moyennes entreprises, qui est le poumon de l'économie camerounaise, une grande partie d'entre eux pourra avoir accès au crédit. Donc, pour conclure, moi, je pense que l'entrepreneur camerounais devrait être mis au centre de l'économie et non le gouvernement. Je pense que la solution au problème camerounais, ça doit être l'entrepreneur camerounais, le secteur privé. Et je pense que ne plus trop attendre autour du gouvernement, c'est un très grand effort qui viserait à aider les Camerounais, parce que la solution, les vraies solutions, généralement viennent du secteur privé. L'État devrait accompagner le secteur privé. L'État devrait rendre la tâche facile à l'entrepreneur camerounais de créer des emplois. L'État devrait retirer tous les obstacles possibles en restant dans la loi sur le chemin des entrepreneurs camerounais pour qu'ils puissent se développer. Voilà. Okay. Jean-François Hira, l'État a toujours son mot à dire pour ne pas laisser les exportateurs véreux se développer, parce qu'il a développé, il dit que ça se comprend, mais c'est à l'État de jouer son rôle véritablement. Oui, Serge Alain, il y a au Cameroun ce que vous qualifiez là de commerçants véreux. Oui, c'est vrai, nous sommes dans le capitalisme, la recherche ineffrénée du profit, oui. Mais certains exagèrent. Et l'État ne peut rien faire. Serge Alain, je vous dis souvent que la malhonnêteté est dans l'ADN de certains Camerounais. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec, ils sont très entraînés dans le système. C'est pour ça que je disais tantôt que l'État, c'est nous tous. Si nous ne dénoncions pas, je suis arrivé au marché pour accompagner madame, excusez-moi de dire je. Le ministre a bien précisé le prix de la viande.
Le kilogramme de viande. Le prix du kilogramme de viande. Mais avec ou sans eau? Sans eau et tout ça. mais je vous dis... C'est le même prix? Non, c'est pas le même prix. Mais je vous dis, le commerçant te dit, ici, moi, je vends comme ça. Combien? Il vous a dit, on nous regarde. 2800. 2800. Et vous allez voir 2400. Okay. Je crois bien. Et vous allez voir que sur le même marché, tous les bouchers fixent le même prix. Tous les bouchers vont fixer le même prix. Donc 2800 pour tout le monde. Oui, ils se concertent et fixent leur prix. Bon, maintenant, le ministre a déclaré, il a dit, si je ne porte pas la voix, peut-être sur Equinox soit pour préciser le marché, le ministre ne viendra pas. Le ministre ne viendra pas. Si les populations n'acceptent pas d'accompagner le gouvernement, quelles qu'en soient les mesures mises sur pied par le gouvernement, il y aura toujours cela. Vous avez vu, le ministre Ngale Bibé était obligé de s'habiller à une tenue pour nous présenter la tenue, parce que certains Camerounais s'organisaient déjà pour aller en route, escroquer de l'argent au nom du gouvernement. Et je vais vous dire que ce sont les fils des gens. Ils connaissent bien, quand vous sortez le matin, votre papa sait que mon fils, si c'est un esbrouf, il part estorquer l'argent au motaxman, il met une chemise, un chasuble là. Bon, si nous du quartier, nous connaissons que nos enfants mènent une telle activité et que nous ne dénonçons pas, l'État ne peut rien faire. Donc il faut que nous comprenions que c'est vrai, c'est le capitalisme. Mais je crois qu'en contexte camerounais, ce capitalisme exagère. Et qu'il est temps pour nous de ne plus s'aligner derrière ces gens. Parce que sinon, c'est nos enfants. C'est nous-mêmes qui allons souffrir. Et vous verrez, ça impacte tellement l'économie. Moi, je ne m'arrêtais jamais. Quand j'arrivais devant ces gens-là, ils t'interpellent. Hein? Et puis même si tu as tous les papiers, ils te demandent de montrer la boîte à pharmacie. Jusqu'à te dire même que l'alcool est déjà périmé. L'alcool est périmé? Oui, il te dit que regarde comment ils cherchent tout et tout pour t'extorquer de l'argent. Et quand nous voyons ça et que personne n'a le toupet d'aller se garer devant monsieur le sous-préfet pour lui dire, monsieur le sous-préfet, je ne sais pas si ce qui se passe là est vraiment normal. Vraiment, nous faisons nous-mêmes. C'est pour ça que je disais, l'État ne peut pas tout faire. Et qui est même l'État? L'État, c'est nous tous. Le président de la République peut signer un décret. C'est jaleur, moi je suis à la mairie. C'est quand je suis entré à la mairie que j'ai compris un certain nombre de choses. Parce que lorsqu'une entreprise gagne un marché public, ils viennent réaliser un tronçon routier. Bon, il y a un conseiller qui représente le village où le tronçon routier est envoyé. Dès qu'ils arrivent, le conseiller monte, il descend, il est peut-être distrait, peut-être il est ailleurs, et que l'entreprise réalise mal le projet. Vous voyez, les populations qui ne savent pas qu'ils peuvent aller se plaindre parce que c'est leur argent, ils vont rester là et 2 jours après, ils vont dire l'État du Cameroun ne travaille pas. Nous devons donc collaborer. Nous devons collaborer. Moi, je ne travaille pas comme ça. Et c'est ce que j'interpelle tous les conseillers municipaux et même régionaux d'accompagner le gouvernement dans l'élan de développement. Puisque vous savez, il y a même des projets que le gouvernement envoie dans les villages et que les chefs de village sont censés veiller. Mais nous laissons ça à la portée de tout le monde, à la banalisation, pour dire que l'État ne travaille pas. Vous avez vu dans quel pays où un ministre se filme en tenue pour dire à ses populations, voici la tenue de la prévention routière. Si vous voyez un monsieur qui n'a pas cette tenue, ne vous arrêtez pas. Mais je vous dis que je vous mets à l'épreuve, vous allez voir les Camerounais qui vont s'arrêter là parce qu'ils ont vu quelqu'un avec un chasuble. Alors que le ministre a bel et bien dit, personne n'aura le courage d'aller déclarer. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue à Limbe. Je suis à Limbe, un monsieur qui venait derrière moi jette les pots de banane au sol. Un autre gars est venu lui dire, monsieur, ramassez. Il a dit non, il a parlé en anglais, il a dit qu'il ne pouvait pas ramasser. On lui a dit pourquoi. Un autre a traversé la route, l'autre est revenu. Ils ont fait, le gars ramassait, ils voulaient prendre avec les mains, ils lui ont dit ne prends pas avec les mains, ramasse avec la bouche cette fois-ci. Ça veut dire que les populations peuvent aussi accompagner le gouvernement dans la réalisation. Il ne faut pas toujours qu'on dise que c'est là. Actuellement, on a un problème de blé. Est-ce que nous sommes même obligés de manger du pain? Nous pouvons manger le manioc. Au petit déjeuner? Oui, au petit déjeuner. D'ailleurs que pour la plupart des vrais Camerounais même ne déjeunent même pas avec du pain.
Les vrais Camerounais déjeunent avec du réchauffé, comme on appelle souvent sur Facebook. Du réchauffé, le petit déjeuner? Oui, même si c'est quoi, vous mangez. Je vous dis, Serge Alain, la Chine s'est développée. Pourquoi? La Chine s'est développée parce qu'ils se sont chinisés, comme disait souvent le regretté Atebe. C'est-à-dire que tu manges ce qui est chinois. Pourquoi on va s'attarder à dire que parce que le blé ne vient pas de là-bas, on ne peut plus vivre, alors qu'il y a le manioc, il y a le macabo, il y a les ignames, qui sont nos produits. Arrivés en Europe, ces produits coûtent extrêmement cher. Mais pourquoi nous ne pouvons pas consommer du bâton de manioc? Parce que nous voulons venir sur un plateau dire qu'il n'y a pas le blé. C'est même quoi le blé? Mangeons notre manioc simplement. Mangeons nos bâtons de manioc. C'est de ça que nous sommes nés. Non, je vous dis, je ne veux pas rentrer avec le pays en arrière. Oui. Mais ces gens-là, ça nous coûte aussi extrêmement cher. Le snobisme. Nous voulons copier ce que l'extérieur fait. C'est ce que nous voulons copier. Or, nous avons tous les moyens. Quand un RFI dit un Camerounais vit avec moins de 650 € par jour, avec moins d'$1 par jour, est-ce que vous savez, lorsque la maman au village fait une marmite de coq, avec l'arachide qu'elle a elle-même cultivé, les noix et le coq, la marmite de coq là coûte pratiquement 5 000 francs. Mais RFI va te dire que cette maman vit très mal. Pourquoi? Parce qu'elle ne mange pas du saumon, elle ne mange pas du poisson braisé, et c'est ça qui est entré dans nos têtes. Et c'est pour ça que nous tirons sur le gouvernement aujourd'hui, alors que nous n'avons que quelques années d'indépendance. Imaginez-vous un instant une famille qui accouche et qu'on vienne piquer le plus fort ou le plus intelligent chaque jour. Nous avons donc subi cela pendant des siècles. Et qu'aujourd'hui, en quelques années, vous voulez imiter ces gens-là. C'est vrai que là n'est pas le débat, mais ces gens-là, je voudrais chuter pour dire aux Camerounais que s'il n'y a pas le blé, consommons justement camerounais. Le débat là. Voilà. S'il n'y a pas le blé, consommons camerounais. Vous vous réveillez le matin, si le coquille a dormi avec la banane, vous mangez, vous partez au travail. Pourquoi on va rester à venir ici dire qu'il faut à tout prix, créer actuellement là le blé. Ou bien pour faire le pain le matin. Ok, voilà, Pierre-Emmanuel Biam, les solutions, comment on fait si ça perdure en Russie, en Ukraine? Je vais envisager certaines solutions, mais je vais faire un petit contrat social avec le peuple camerounais, le gouvernement, sachant que les solutions que je vais essayer d'envisager, pour la plupart, le gouvernement ne pourra pas les réaliser. Vous verrez vous-même tout à l'heure dans mon développement. Nous sommes dans une situation de crise alimentaire et nous sortons de la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui n'est pas encore finie. Nous sommes directement en pleine crise alimentaire et nous sommes également secoués par des crises sécuritaires. Tout ça, c'est le contribuable camerounais qui doit supporter. Parce que l'achat des armes pour maîtriser les séparatistes, le budget qu'on met pour alimenter les soldats qui sont au front, ainsi de suite, tout ça, c'est le contribuable camerounais qui supporte. Alors, j'ai démontré tout à l'heure que le service de la dette du Cameroun, parce qu'il faut que les gens comprennent que la dette publique au développement n'est pas une mauvaise chose. Tous les pays au monde s'endettent, même les États-Unis sont endettés, la France s'endette, tout le monde. Mais il y a deux choses qui sont mauvaises actuellement sur la dette camerounaise. Et la première chose, j'ai démontré ici que le Cameroun, ces derniers temps, prend beaucoup plus de prêts non concessionnels sur une courte durée avec des taux très élevés. Et ça nous met dans les taux. C'est-à-dire que quand tu as une grosse enveloppe de dette à rembourser sur une courte période, vraiment tu cours dans le temps. Prenons l'exemple de nous-mêmes. Lorsque nous contractons des crédits, peut-être scolaires ou des crédits auprès des banques pour réaliser certains projets, que ce soit personnels ou des projets de développement. Lorsque la période de remboursement est courte et que le taux de remboursement est élevé, le montant de crédit est élevé, l'échéance est élevée, vraiment ça devient la prison. Et le Cameroun est dans cette situation aujourd'hui. Deuxième chose, c'est la mauvaise utilisation de la dette. La mauvaise utilisation de la dette, pourquoi? Parce que les pays qui aujourd'hui sont en train de réussir à faire un certain nombre de subventions, parce que les subventions,
Ça se fait sur la base, c'est sur une période. Ça peut être un trimestre, 2 trimestres, un semestre, ainsi de suite. Mais il y a des pays qui vont continuer sur une période un peu plus longue. Est-ce que le Cameroun a la capacité de continuer sur une période un peu plus longue? Parce que nous avons fait une mauvaise utilisation de notre dette, des emprunts que nous avons faits, dans le contexte des détournements des deniers publics, dans un climat de corruption à outrance. Vous voyez par exemple les crédits que le Cameroun a pris, oui. Voilà les crédits que nous avons pris pendant la période de la Covid et les subventions que nous avons reçues. Qu'est-ce que le gouvernement en a fait? On a vu ici à Mondial Vision les sous-préfets menacer les chefs de village d'accepter les sommations qu'ils ont achetées pour les mettre à disposition et de féliciter le gouvernement. Si le chef du village estime que pour lutter contre la pandémie, la Covid, je n'ai pas besoin de sommation, j'ai besoin d'autre chose, et vous lui forcez de prendre le sommation, alors que le sous-préfet sait que peut-être il a besoin d'engrais pour accroître son niveau de culture vivrière et mieux alimenter le village. Le chef sait qu'il a besoin de la route pour acheminer ses produits vivriers et ceux des villageois du village vers la ville pour pouvoir faire vendre ses produits, acheter le pétrole et rentrer au village comme il n'y a pas d'électricité. Voilà les défis auxquels les populations villageoises étaient confrontées, et non même à la Covid en réalité, parce que la pharmacopée camerounaise a eu des prouesses de maîtriser la pandémie de la Covid. Ce ne sont pas les prouesses du gouvernement camerounais ni les mesures qui ont été mises en place. Donc, on prend par exemple un autre cas. On prend la façon dont le gouvernement est animé en temps de crise, parce que nous sommes dans une crise alimentaire. En temps de crise, la façon dont le gouvernement, en tant qu'appareil, doit être animé est différente de la façon dont le gouvernement est animé en temps normal. Ouais. J'ai pris le cas de certains pays africains où les conseils de ministres se tiennent régulièrement avec les chefs d'État. Et je démontre ici que le Cameroun, depuis janvier 2022, n'a pas encore fait un conseil de ministres. Et vous avez confirmé ça, Jalin, tout à l'heure, que le dernier conseil de ministres date de 3 ans, de 2019, de 3 ans. Et donc, vous voyez que le Cameroun n'a pas une certaine proactivité et une certaine capacité de résoudre les problèmes du jour au jour et dans un climat de crise. Donc, la corruption est en train de nous paralyser. Comment faire pour mettre cette corruption à un degré où on puisse mettre à profit les prêts que le Cameroun fait pour pouvoir pallier un certain nombre de défis? Donc, une autre solution, on voit le ministre du Commerce qui se bat comme il peut, on voit le ministre de l'eau qui se bat comme il peut, chacun dans son couloir, mais pour vous, il faut une action plus globale à travers un conseil des ministres pour donner des orientations. Le conseil des ministres doit être animé par Paul Biya lui-même. Justement. On sait que les Camerounais, quand ils n'entendent pas que Paul Biya est passé quelque part, ou bien Paul Biya a mis la main, ils ne s'exécutent pas. Okay? Le conseil des ministres doit être animé par Paul Biya lui-même. Mais voilà par exemple une mesure, est-ce qu'elle va être appliquée? Parce que Paul Biya, on le voit une fois par an, parfois une fois tous les 2 ans. Parfois, et le conseil a dit, le ministre du Commerce dit, le prix c'est calculé. Sur le terrain, chacun fait comme il veut. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y a certains ministres qui sont nommés, ils font 5 ans, ils voient Paul Biya peut-être une fois pour ceux qui sont chanceux, d'autres ne le voient presque pas. Vous voyez? Alors, dans ce genre de mesures, d'office, elle ne sera jamais mise en place. Maintenant, par exemple, au niveau de notre agriculture, c'est le moment, pendant cette pandémie, où le gouvernement doit mettre des mesures sur pied pour inciter les agriculteurs à accroître le niveau de production. Nous avons ici démontré que le Cameroun importe les engrais de l'Ukraine. Mais, sauf qu'on a un voisin. On a un voisin qui a mis les moyens en place pour accroître son niveau de sa capacité de production des engrais. C'est le Nigeria. Le Nigeria fait un investissement à travers Dangote de 2,5 milliards de dollars pour passer de 1,5 million de tonnes à 3 millions de tonnes d'engrais. Ce qui peut permettre de non seulement satisfaire l'agriculture nigériane en termes d'engrais, mais également de couvrir les pays de l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence leur voisin, le Cameroun.
Donc, il est temps maintenant de renforcer la coopération économique au niveau régional, sous-régional également, avec nos voisins. Et de définir chacun à quel niveau il sera fort. C'est-à-dire que, par exemple, si le Nigeria peut nous approvisionner en engrais, que le Cameroun voie s'il peut mettre un accent pour accroître, par exemple, la production du manioc, pourquoi pas y approvisionner le Gabon, ainsi de suite. Mais est-ce que nous allons être capables de le faire avec les crédits du FMI qui nous tient au cou? Nous savons que nous sommes dans un contexte où il y a plus de 200 milliards qu'il faut payer aux enseignants et un certain nombre de défis qui nous attendent. Est-ce que le gouvernement actuel pourra le faire? Voilà, merci. Je voudrais quand même ajouter que M. Bigna est un peu pertinent sur ce qu'il dit, sauf que il ne fait pas un distinguo entre les mesures conjoncturelles et les mesures structurelles. Parce que là, nous sommes face à une conjoncture. La guerre en Ukraine peut ne plus faire deux mois. C'est des mesures de là. Il faut prendre là. Aller faire un champ tout à l'heure, convoquer les engrais et tout ça. Ça, c'est des mesures à long terme. Moi, je crois que nous devons proposer des mesures conjoncturelles. C'est-à-dire que comment remédier à l'immédiatement. C'est de cela qu'il est question. C'est donc ça le danger, M. Jean-François. C'est donc ça le danger. Parce que si tout le temps, nous sommes en train de résoudre le problème de l'heure, sans avoir la capacité de nous projeter vers l'avenir, on va se retrouver dans la même situation. Parce qu'après la crise sanitaire, après la crise alimentaire, nous sommes dans un monde de spéculation. Une autre crise peut arriver. Il faut résoudre les problèmes sur le long terme. Merci Edmond. J'avais plus rien à dire. Non, allez-y, tente-le. Non, je crois qu'en termes de solutions, peut-être que je n'aurai pas beaucoup de temps. Si vous m'accordez peut-être 2 minutes. Oui, je crois qu'en termes de production, en termes de solutions, ce qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est déjà par exemple de réduire la taille de notre gouvernement qui est exagérément budgétivore, dégager la plus-value et orienter vers, n'est-ce pas, des investissements à forte valeur ajoutée. Ça, c'est déjà la première des choses. La seconde des choses, c'est d'optimiser la productivité du capital à travers une réforme du système bancaire qui va donner l'accès facile au crédit pour pouvoir accroître la production. Ensuite, optimiser la productivité, n'est-ce pas, je vais dire, du travail, en mettant l'accent sur la formation. Je vous ai dit tout à l'heure que le plus grand mal qui a été fait à l'université, ça a été de détacher la recherche, n'est-ce pas, de l'université. On doit ramener la recherche dans l'université et mettre un accent sur la recherche d'application, afin que l'université soit finalement ce centre d'optimisation du savoir qui propose des solutions innovantes à nos industries et pouvoir mobiliser ceux que nous formons, c'est ça la productivité du travail, et pouvoir mobiliser toutes ces ressources-là autour, n'est-ce pas, des projets de développement réel, les utiliser. Moi, je ne peux pas comprendre que Polytechnique et tous les autres écoles prestigieuses, la NASA, la FASA, Polytechnique et l'INSAI de Ngaoundéré, sortent des cuvées d'ingénieurs finalement chaque année et ils se perdent dans la nature. On ne sait pas à quoi ils nous servent au Cameroun. Il faut optimiser, n'est-ce pas, la productivité du travail en mobilisant toutes ces ressources-là autour des projets réels. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, finalement, il faudrait qu'on arrête avec Jean-François. L'immédiatisme, ce n'est pas une solution économique. C'est vrai que dans la conjoncture, on trouve des palliatifs. On trouve des solutions palliatives. Mais l'objectif, in fine, c'est de pouvoir concevoir des politiques publiques cohérentes qui puissent assurer, n'est-ce pas, une production à ce pays. Je ne peux pas comprendre, par exemple, que vous avez décidé, que nous avons décidé de donner 10 000 hectares aux Chinois à Batienga pour produire du riz aux fins d'exportation. Alors qu'au Cameroun, on est en train d'acheter 1 kg de riz à 600 francs. Ce n'est pas cohérent. Il faut qu'on sorte de ces politiques-là. C'est pour ça qu'on parle de politique publique incohérente. Ça veut dire qu'on a des business models qui ne répondent à rien, qui n'obéissent à rien, finalement, à aucune déontologie économique. Il faut qu'on sorte de là et franchement, qu'on aille vers des solutions qui puissent permettre à ce pays de s'épanouir facilement. Merci Edmond Kouyaté, merci conseiller Yenga, merci Dr Couture,
Merci à vous également, Pierre-Emmanuel Bignam. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour demain, 19h. Pour un autre numéro, bien évidemment. Bonsoir. Ngaoudéré.